Le 30 juillet 2025, j'ai été avec les avocats et plusieurs de nos soutiens pour un procès retentissant. Je dis bien un procès retentissant qui a duré 7 heures. C'était la durée du procès qui nous avait opposé hier aux deux de mes agresseurs. Il ne s'agit pas d'une affaire de droit commun, il s'agit bel et bien d'une affaire politique. Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu le caractère politique de cette affaire. Mon agresseur s'appelle Arar Yamin. Au lendemain de mon agression, il est parti se réfugier, s'établir à Alger. Il a été arrêté à son retour par la police judiciaire française. Celui qui a joué le rôle de détective, l'ancien gendarme, l'ancien militaire français, a expliqué que son ami d'enfance lui a menti. Il lui a dit, moi, je veux retrouver Abdou Samad parce que je veux récupérer mon argent. Ada Yamin Arar, c'est un commerçant. Cette version des faits n'a pas convaincu les juges. Vraiment des moyens importants et conséquents qui ont été déployés pour me localiser. Il dit que c'est pas vrai, j'ai pas donné d'argent, j'ai pas cherché à localiser Abdou Samad, je le connais pas. Alors ce Yamin Arar, c'est un personnage. Il leur a dit comme quoi, moi, le 15 août, je traversais la route et lui, il a failli me renverser et que moi, je me suis énervé, je voulais m'en prendre à lui, en découdre avec lui. Lui, il a utilisé une gazeuse juste pour se protéger. Il a pris la fuite et qu'il a retrouvé mon smartphone accroché au pare-brise de son véhicule. Le 30 juillet 2025, je n'ai pas pu vous donner de mes nouvelles parce que j'ai été avec les avocats et plusieurs de nos soutiens dans des lectrices et des lecteurs, dans des téléspectateurs et des téléspectatrices, ainsi que des confrères et des consoeurs qui sont venus nous soutenir pour un procès retentissant. Je dis bien un procès retentissant qui a duré 7 heures. Nous étions au tribunal judiciaire de Nanterre pendant 7 heures. Je dis bien pendant 7 heures. C'était la durée du procès qui nous avait opposé hier aux deux de mes agresseurs, dont l'un était en détention provisoire depuis pratiquement 20 mois, depuis la fin de l'année 2023, depuis décembre 2023, depuis la fin de décembre 2023. C'était un procès retentissant concernant l'affaire de l'agression de votre serviteur Abdou Samad qui a été produite le 15 août 2023 et qui soulevait des interrogations légitimes sur l'implication des autorités algériennes ou d'une partie liée aux autorités algériennes ou d'un lobby lié au régime algérien ou d'individus liés à des hauts responsables algériens. On n'avait jamais des preuves jusque-là. J'avais pas voulu communiquer sur les dessous de ce dossier et sur les tenants et tous les tenants, les aboutissants pour respecter l'instruction judiciaire. Hier, c'était le procès, 18 mois d'enquête. 18 mois d'enquête, la justice française et la police judiciaire française a mené 18 mois d'enquête. Le procès s'était déroulé à la 16e chambre correctionnelle, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre. On avait commencé vers 14 heures, on a terminé vers 20h30. Donc le verdict a été prononcé hier aussi vers 20h30 et la justice française a condamné dans son verdict mon principal agresseur à 5 années de prison ferme et son complice a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Que s'est-il passé? Qui sont-ils ces agresseurs? Qu'est-ce qui a été dit pendant ce procès? Une mise au point, plutôt un éclairage précieux s'imposait et c'est pour ça que nous avons décidé de laisser passer la nuit parce que nous étions extrêmement fatigués. Les auditions, les interrogatoires, le procès, les plaidoiries des avocats, les échanges avec les journalistes qui étaient présents sur place. Le Figaro, notre consort du Figaro, elle a fait un excellent compte rendu. Il y avait le Parisien qui était aussi présent, qui devrait publier dans les minutes ou les heures à venir un compte rendu aussi approfondi. Je remercie les simples citoyens qui m'ont croisé hier. Il y a des citoyens, des Algériennes et des Algériens qui sont venus de leur propre gré assister au procès pour me saluer, pour me soutenir, pour nous soutenir, nous, parce que nous sommes une communauté. Il ne s'agit pas que de ma personne, c'est pas ma personne qui a été agressée. C'est d'abord une communauté favorable et militante qui milite en faveur de la liberté d'expression, en faveur de la défense de l'intérêt général en Algérie, en faveur de la défense des droits de l'homme, en faveur de la défense d'une nécessité qu'une liberté de la presse soit préservée. Donc des citoyens lambda issus de tous les horizons sont venus nous soutenir. Je les remercie je les remercie énormément et je les remercie avec beaucoup de reconnaissance et
Je sais pas, je leur témoigne énormément d'affection parce que ça m'a vraiment remonté le moral de voir qu'il y a des Algériennes et des Algériens qui croient encore en notre combat et qui croient là, au combat de la liberté d'expression, au combat de la défense de la liberté de la presse et au combat d'un journalisme, la lutte pour la préservation d'un journalisme indépendant. Tout cela est malheureusement lié à cette affaire d'agression. Il ne s'agit pas d'une affaire de droit commun, il s'agit bel et bien d'une affaire politique. Malgré tout ce que les avocats de la défense ont essayé de démontrer et de balayer d'un revers de la main qu'il ne s'agissait pas d'une affaire politique, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu le caractère politique de cette affaire et le mobile politique de mon agression. Alors, mon agresseur s'appelle Arar Yamin. Arar Yamin. C'est quelqu'un qui est né en 1980. Il est originaire du sud de la France, de Montélimar plus exactement. Il a vécu à Marseille. C'est un franco-algérien, multirécidiviste. Il a un casier judiciaire long comme un bras. Yamin Arar a comme complice un certain Karim Kerouache, qui est un ancien militaire français, un ancien gendarme français, qui est devenu conseiller ou consultant pour des affaires de sécurité privée, notamment en termes de gestion de risque pour certaines entreprises. Il a joué le rôle, Karim Kerouache, de détective privé pour Arar Yamin. Les deux sont franco-algériens, les deux sont originaires de la région de Montélimar. Yamin Arar, dès le départ, il a été placé en détention, donc il a été arrêté à son retour d'Algérie vers la fin d'année décembre 2023. Au lendemain de mon agression, il est parti se réfugier, s'établir à Alger. Il a été arrêté à son retour par la police judiciaire française. Il a été ensuite mis en détention provisoire par le tribunal judiciaire de Nanterre et il a été soumis à 18 mois d'enquête. Et l'instruction a duré 18 mois. Son complice, Karim Kerouache, a été uniquement placé sous contrôle judiciaire. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Parce que Karim Kerouache, c'est lui qui a reconnu, il a rapidement, lors de sa garde à vue, compris la gravité des événements, la gravité de la situation, et il a fait quelques aveux concernant le travail, la mission qui lui a été attribuée. Alors, Karim Kerouache a été condamné à 18 mois de prison avec ceci. Pourquoi? Parce que lui, en tant qu'ancien gendarme, il a été utilisé comme détective. Il y a Arar Yamin, il a payé 3000 euros en espèces et a pris en charge tous ses frais de déplacement, etc. pour me localiser. C'est ce qui a été le mot qui a été dit par Karim Kerouache lors de l'audience qui s'est déroulée hier le 30 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre. Il a tout fait pour me localiser. C'est-à-dire trouver, pas connaître mon adresse. Parce que c'est facile de connaître mon adresse. Je suis un personnage public en France, il y a des administrations, il y a des organismes publics où on peut trouver les adresses des uns et des autres en France. Tout est transparent. Donc cette transparence peut même être considérée comme une faille pour la sécurité de certains personnages publics qui sont exposés à des risques en raison de leur travail. Comme par exemple les journalistes indépendants de certains pays qui travaillent sur certains pays dangereux, dictatoriaux, qui sont exilés en France. Donc il a cherché ma localisation, c'est-à-dire il m'a traqué pendant plusieurs jours, pendant voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il cherchait à savoir où est-ce que je me trouvais. C'était ça son rôle. Mais Karim Kerouache, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté au juge qu'il l'ignorait. Il savait pas que c'était une affaire politique. Selon son témoignage, selon sa version, selon ses confidences, il ne savait pas que j'étais réfugié politique. Les juges n'ont pas cru à cette thèse. Ils ont insisté lors de leur interrogatoire pour lui dire, mais c'est un personnage connu. Comment vous l'avez retrouvé? Il leur a dit, j'ai utilisé sa photo et je le recherchais. Les juges lui ont dit, à partir du moment où vous avez eu sa photo, sur Internet, vous tapez juste son nom, vous avez son Wikipédia, vous avez toutes les informations qui disent que c'est un journaliste, un réfugié, etc., et qui dénonce le régime algérien, ou qui dénonce les dirigeants algériens, ou qui dénonce des affaires graves en Algérie. Comment vous pouviez ignorer cette dimension? Il leur a dit, moi, je ne savais pas. Je l'ai vu une fois dans une émission parler des problèmes entre l'Algérie et le Maroc. Je l'ai aperçu sur certaines vidéos, mais je savais qu'il était journaliste. Je ne savais pas qu'il était réfugié politique, qu'il avait un problème avec l'État algérien ou avec les dirigeants algériens. J'ignorais tout de cela. Il prétendait que son ami, alors Yamin Arar et ce Karim Kerouache, c'est des amis d'enfance. Ils sont issus de la même région, dans le sud de la France. Ils sont nés ici, c'est des franco-algériens. Et ce Yamin Arar aurait prétendu à ce Karim Kerouache que moi,
que lui, qu'il y a un problème d'argent entre moi et lui, qu'il y a une dette d'argent, que moi je dois le rembourser, alors que j'ai jamais connu ce Yamin Arar. Je l'ai jamais connu, c'est quelqu'un qui a plus âgé que moi, il a 46 ans, il est barbu, il est religieux, il a une tendance religieuse un peu controversée, c'est pas du tout ma vision de la vie ni du monde. Bien sûr, je respecte sa religiosité, le problème n'est pas là, mais on pouvait pas, on s'est jamais fréquenté, on s'est jamais connu, je l'ai jamais connu. Lui, il affirme, celui qui a joué le rôle de détective, l'ancien gendarme, l'ancien militaire français, a expliqué que son ami d'enfance lui a menti. Il lui a dit, moi, je veux retrouver Abdel Samad parce que je veux récupérer mon argent. C'est un commerçant. Il avait un restaurant à Marseille et il faisait de la vente de voitures. Il ramenait des voitures d'Europe, notamment d'Allemagne, pour les vendre en Algérie. Il partait énormément, souvent en Algérie. Et c'est comme ça qu'il aurait manipulé son ami le détective. Bon, cette version des faits n'a pas convaincu les juges. Les juges, parce que quand on lui a posé la question, mais de quel argent il s'agit? Quelle est la somme? Quelle était la somme que Abdel Samad aurait dû rembourser ou rendre à Yamin Arar? Je dis, je savais pas, j'ai pas posé de questions, j'ai fait confiance, il m'a demandé juste de le retrouver, je l'ai retrouvé. Le jour de l'agression, il n'était pas là, il est venu au mois d'août 2023, il l'a accompagné pendant 2 ou 3 ou quelques jours, ensuite, 1 ou 2 jours avant l'agression, il a quitté la région parisienne, il n'était pas sur le lieu de l'agression. Comme par hasard, et c'est incroyable, pourquoi ce procès a été retentissant, a duré aussi longtemps, cette version du détective ou de celui qui m'a traqué, c'est-à-dire celui qui a tout fait pour me localiser, il a été payé pour ça, il est venu plusieurs fois à Paris, il a vraiment tout fait, il y a eu des moyens importants et conséquents, vraiment des moyens importants et conséquents qui ont été déployés pour me localiser, et pour me traquer, me chercher. Le principal agresseur, Yamin Arar, a démenti la version de son ami, de son complice. Il dit que c'est pas vrai, j'ai pas donné d'argent, j'ai pas cherché à localiser Abdel Samad, je le connais pas. Alors, ce Yamin Arar, c'est un personnage, parce qu'il a dit dans le procès que non, que soi-disant il y a que cette agression n'était pas une agression en soi, elle était une altercation. Il leur a dit comme quoi, moi, le 15 août, je traversais la route et lui, il a failli me renverser et que moi, je me suis énervé, je voulais m'en prendre à lui, en découdre avec lui et que lui, il a utilisé une gazeuse juste pour se protéger, il a pris la fuite et que sur mon smartphone, mon iPhone qui a été volé et qu'il a retrouvé mon smartphone accroché au pare-brise de son véhicule. Et c'est comme ça après que mon téléphone, il a jeté, il a pris la fuite, il a jamais volé, il a jamais emmené en Algérie, il n'a jamais contacté des dirigeants algériens, il n'a jamais connu quoi que ce soit en Algérie, il n'a jamais rien fait en Algérie. Naturellement, cette version a choqué c'était les juges français qui l'ont qualifié, comme je l'ai qualifié moi-même, d'irrationnel, d'absurde. C'est une insulte à l'intelligence des juges de la justice. Comment peut-on imaginer que un passant qui a failli se faire renverser, il va lâcher son iPhone sur le pare-brise d'un véhicule? Ça n'a pas de sens, ça n'arrive nulle part, même dans les films, ça n'arrive pas. D'autant plus qu'il y avait des témoins oculaires, le 15 août 2023, qui ont vu que j'ai été agressé. 3 témoins, dont une femme, un témoin oculaire, a assisté à la scène. Elle a vu comment mon agresseur a utilisé une arme pour me menacer, pour m'intimider, comment il a pris mon téléphone, il l'a volé, et il est parti à bord de son véhicule. J'étais sur le trottoir, lui il était garé, il m'attendait, c'était un guet-apens, donc il y avait une filature. La rue que j'avais empruntée ce jour-là, elle n'était pas prévue que je la prenne, donc il y avait quelqu'un qui m'avait suivi, qui lui a donné l'information. Une 3e personne a été détectée on va dire, l'enquête judiciaire, l'enquête de la police judiciaire n'a pas pu identifier une 3e personne qui a été aperçue sur des caméras de surveillance de l'hôtel parisien. Ils avaient loué un hôtel du côté de la Défense à Paris pour se retrouver et planifier leur action. Les 3, les Yamin Arar, Karim Kerouache et un 3e complice. Le 3e complice n'a jamais été retrouvé parce que les caméras de surveillance ne l'ont pas bien filmé. Ils n'ont pas filmé son visage. Donc éventuellement, cette 3e personne, c'est elle qui a servi
C'est elle qui avait fait la filature pour permettre à Yamin Aral de m'attendre au niveau de cette rue pavillonnaire pour m'agresser et s'en prendre à mon téléphone et voler, me déposséder de mon téléphone. C'est totalement possible. Donc, le principal agresseur était dans le déni, voire dans le mensonge, je dirais, dans un mensonge maladif. Il était il a raconté un récit qui n'a aucun sens. Il a prétendu que, parce que l'enquête de la police judiciaire a démontré qu'il m'avait suivi pendant au moins 17 fois, grâce au bornage téléphonique. C'est-à-dire que sa position était juste à côté de la mienne pendant 17 fois. C'est-à-dire pendant 17 fois, il était proche de moi et près de moi pour me traquer ou tenter de m'agresser. 17 fois. Quand tu lui as posé la question pourquoi vous étiez dans cette zone précise, dans cette banlieue de Paris pendant 17 fois, il leur a dit je suis venu pour acheter des aspirateurs. Alors là, les juges ont été choqués. Est-ce que quelqu'un peut venir de Marseille, depuis le sud de la France, il paye un hôtel, il prend des frais, il prend un détective, etc., juste pour prendre des aspirateurs. Et à la fin, il n'a acheté que 2 aspirateurs. Mais franchement, c'était infime. Il fallait vraiment y assister. Les journalistes qui ont assisté à l'assistance et les personnes qui ont assisté à ce procès ont été totalement éberlués. Éberlués par la dimension totalement absurde et le récit mensonger et volontairement fantasmagorique de cet agresseur. L'agresseur, il était dans une autre dimension, déconnecté de la réalité. Il pensait vraiment que les gens vont le croire. En réalité, il voulait absolument se protéger pour ne pas être amené à donner les noms de ses commanditaires à cette opération. Donc, il a raconté une histoire abracadabresque, pensant qu'il allait s'en sortir comme ça, et il pensait certainement qu'au bout de 20 mois d'emprisonnement, que la justice française allait le relâcher. Donc il a commencé à raconter n'importe quoi, qu'il serait venu pour chercher des aspirateurs. Après, il allait acheter, il voulait faire un commerce. C'est ce qui justifiait sa présence tout près de ma localisation à 17 reprises. Il a fait 14 voyages entre l'Algérie et la France. 14 voyages. 14 voyages pendant pratiquement une année et quelques. Même pas une année, pratiquement. Une année durant l'année 2023. 14 voyages. Vous imaginez 14 voyages. Juste après mon agression, mon téléphone disparaît. On n'arrive pas à le géolocaliser. C'est un appel quand même. Un iPhone. Vous connaissez comment ça se passe. Pour ne pas géolocaliser un iPhone, il faut vraiment être un expert. Parce qu'il y a des techniques qu'il n'y a que les experts qui les connaissent. Le mettre sous cellophane, le mettre dans une boîte en fer très volumineuse ou assez dense. Il y a des techniques. Il y a vraiment des techniques extrêmement pointu pour ne pas permettre au système de Apple de géolocaliser le téléphone. Lui, il dit que le téléphone, il l'a jeté auprès de l'hôtel où il était hébergé. La police judiciaire l'a bien cherché à fouiller les alentours de l'hôtel. Elle ne l'a jamais trouvé. En réalité, juste après mon agression, il part en Algérie. Il passe la nuit chez sa sœur, tout près du sud de la France. Ensuite, il part directement à Alger où il reste jusqu'à la fin de l'année. Où il reste jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2023. Donc, c'est complètement bizarre. Il agresse, il part. Avant l'agression, dès qu'on m'a localisé, et quand son complice, qui a joué le rôle de détective, l'a reconnu, il a dit que dès que j'ai obtenu la localisation de Abdel Samad, je l'ai donné à Yamin Aral. Ensuite, ils sont partis à Alger. Donc, ils ont vécu en Alger. Ils ont vu à qui ils ont parlé. Ensuite, ils sont revenus pour planifier l'agression. Donc, tout a été décidé depuis Alger. Les allers-retours, le versement de l'argent, les prises en charge des hôtels. C'est une opération qui a été montée spécialement pour nous agresser, pour nous voler notre smartphone et accéder au répertoire de nos sources. Clairement, moi j'ai expliqué ça au juge, j'ai expliqué que cette affaire c'était la même année que l'affaire Algérie Part. Rappelez-vous, l'arrestation de notre collaborateur anonyme Samuel Lounès, fin de l'année 2022, les clips de propagande de la DGSN à l'époque de Farid Zinedine Benchir, janvier 2023, le procès Algérie Part et la condamnation, l'arrestation en janvier 2023 de 16 de nos sources qui nous ont envoyé des messages via notre page Facebook pour dénoncer des anomalies, des dysfonctionnements dans les organismes gouvernementaux au sein des organismes gouvernementaux dans lesquels ils travaillaient. Ils ont été condamnés à la prison ferme en novembre 2023 par le tribunal de Belmondraïs, je le rappelle bien. Donc, c'était l'année pendant laquelle il y avait un dispositif qui a été mis en place par des dirigeants algériens, où ils l'ont mis en place sous le feu vert avec la bénédiction des autorités suprêmes de l'État, où ils l'ont mis en place de leur propre initiative pour essayer de nous neutraliser nos sources,
nous empêcher de travailler, nous déconnecter de nos sources et comme ça tuer Algérie Part et empêcher et comment dirais-je le noyer dans un même pas le noyer, c'est l'empêcher de travailler et provoquer sa disparition. Voilà, provoquer sa disparition. Donc c'était le même plan, c'est cette agression, puisque l'affaire d'Algérie Part n'avait pas marché, n'avait pas fonctionné, on a continué à travailler, on a continué à avoir des informations, on a continué à dénoncer, on a continué à travailler, et ben ils ont monté cette opération. Ils ont élaboré ce plan qui consistait à charger 2 personnes pour nous agresser, pour nous voler notre smartphone et accéder à nos sources. C'est dans la continuité de l'affaire d'Algérie Part de janvier 2023. Vraiment dans la continuité, dans le sillage de cette affaire-là. Donc les juges français ont été attentifs, vraiment attentifs à nos arguments, aux arguments de nos avocats, attentifs et très sensibles à notre combat. Et les juges français ont interrogé longuement l'agresseur Yamin Arar et son complice pour comprendre. Leurs comptes bancaires ont été fouillés, leurs cartes bancaires ont été fouillées, leurs déplacements ont été fouillés, les utilisations de leur téléphone. C'est un travail minutieux. Franchement, ici, il n'y a pas de justice de téléphone, il y avait une véritable enquête, mais très neutre, très sérieuse. Les déplacements, leur fréquentation, ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu, ils ont fréquenté qui, ils ont vécu, ils ont mangé avec qui, ils ont vu qui, toutes les questions leur ont été posées et il y avait de grosses contradictions. Énormément de contradictions entre Arar Yamin et son complice Karim Kerouache. Et Karim Kerouache, clairement, il s'est distingué, il s'est, on va dire, démarqué. Voilà, il s'est démarqué de son complice. Il a compris que c'est une affaire très grave. Il a reconnu qu'il a été payé pour me localiser. Il a reconnu qu'il a été, on lui a attribué la mission de me localiser. Il n'a pas donné le nom des commanditaires. Il n'a pas voulu dire si Yamin Arar était en contact avec des dirigeants algériens ou avec des individus liés aux dirigeants algériens ou avec un quelconque individu qui les aurait payés pour ça. Lui, il a été payé par Arar Yamin. Voilà, il l'a reconnu, donc parce qu'il a reconnu, parce qu'il a fait des aveux, parce qu'il a exprimé aussi des regrets, il a dit que je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, et lui il m'a dit juste qu'il y avait une dette d'argent. Quelque part, Karim Kerouache prétend que que l'agresseur Arar Yamin l'a manipulé. Bon, ça reste pas crédible, parce que comme un ancien gendarme, un ancien militaire, ami d'enfance de l'agresseur, il avait certainement plus d'informations, il connaissait certainement les motivations, mais je pense que, vu comment l'affaire a pris une ampleur, une dimension politique, avec tout ce qui s'est passé, avec la médiatisation, avec la vague d'indignation qui a été enclenchée par notre agression, je crois qu'il commençait un gendarme, il a compris qu'il pouvait risquer gros, donc il a au moins donné une part de la vérité, pas toute la vérité. Quant à Arar Yamin, le déni total, la fuite en avant, les responsabilités absolues, en prétendant qu'il s'agit d'une simple altercation qui n'a jamais été envoyée par l'Algérie, ni par un dirigeant algérien, qui connaît rien à la politique algérienne, que s'il partait souvent en Algérie, c'était juste pour des problèmes d'héritage. Alors quelqu'un qui est commerçant, qui est père de famille, et qui a une entreprise à gérer en France, comment peut-il aller 14 fois en Algérie pratiquement pendant une année? Vous savez, gérer un restaurant, c'est quand même très compliqué. Gérer une entreprise, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de présence. Même l'ambassadeur, même celui qui était ambassadeur d'Algérie en France, il ne partait pas 14 fois pendant une année en Algérie. C'est extrêmement compliqué, c'est de la logistique, c'est du temps perdu, c'est vraiment beaucoup d'investissement. Donc il y a eu des contacts de M. Yamin Arar qui n'a pas voulu reconnaître qui n'a rien voulu dire. Voilà, il n'a rien voulu dire, il n'a pas voulu donner le moindre détail. Alors, lors de leur arrestation, bien sûr, il a été arrêté à son retour d'Algérie. Donc, on ne sait pas si son véritable téléphone a été nettoyé là-bas. Est-ce qu'il a utilisé, parce que les moyens qui ont été utilisés pour connaître leurs contacts, etc., c'était la fouille de leur téléphone. Mais voilà, il a été arrêté 3-4 mois après. Son complice, il a été arrêté aussi 3-4 mois après l'agression. Donc, ils avaient largement le temps de nettoyer leur téléphone, de changer les appareils, etc., etc. Ce qui n'a pas permis aux enquêteurs de la police judiciaire française de retrouver tous leurs contacts. Il y avait 2 ou 3 numéros qui ont été non identifiés et qui ont été évoqués dans le dossier d'enquête. Mais les 2 accusés n'ont pas voulu dire à qui appartenait ce numéro. C'est un numéro français. La
troisième personne qui les a, qui a rencontré les deux agresseurs, enfin, l'agresseur et son complice au niveau d'un hôtel à la Défense n'a pas été identifié parce que les caméras de surveillance n'ont pas pu la prendre avec précision. Donc il y a des zones d'ombre, bien sûr, cette affaire. On ignore toujours les commanditaires de cette opération. La justice française est confrontée à des limites. C'est que ces 18 mois d'instruction, l'enquête pour déterminer réellement le commanditaire de l'opération, il fallait aller en Algérie, parce qu'Amin Al partait en Algérie, faisait des va-et-vient souvent à Alger. Quand ils m'ont localisé, avant de me localiser, ils étaient en Alger avec son complice. Après m'avoir localisé, ils sont revenus à Alger. Quand ils m'ont agressé, il est reparti à Alger. Donc tout a été décidé depuis Alger. Certainement, l'identité du commanditaire, elle est à Alger. Donc, mais la police judiciaire française ou les juges français sont confrontés à une limite. Ils peuvent pas aller en Algérie chercher, enquêter, surtout en ce moment, avec les graves relations conflictuelles qui opposent l'État français aux autorités algériennes. Ce n'était pas possible. Donc, à un moment donné, on était confronté à une limite. Si l'agresseur ne passe pas aux aveux, si l'agresseur ne passe pas aux aveux, on ne pourra jamais connaître l'identité du commanditaire. Maintenant, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. C'est le verdict qui a été prononcé tardivement hier, le 30 juillet. Le juge de siège du tribunal judiciaire de Nanterre, il a fait une déclaration extrêmement forte et très touchante. Je dirais vraiment forte et touchante. Il a dit que la France n'acceptera jamais, la justice française et le tribunal n'acceptera jamais qu'un journaliste réfugié sur le sol national fasse l'objet d'une agression ou d'intimidation pour des motifs politiques ou en raison de ses activités professionnelles. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.